Bienvenue dans le troisième cours de dessin 3D avec Fusion 360 offert par l'équipe de robotique Supertronics de Matane. Mon nom est Blaise Barrette, je suis mentor mécanique. Donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer où on était rendu à la fin du deuxième cours. Donc, on va ouvrir le Data Panel et on va ouvrir c'est-à-dire dans votre projet First Project, si je reviens ici en arrière, là. First Project, on ouvre ça, cours 2, et on ouvre Shaft Color. Ensuite, on peut fermer le Data Panel. Maintenant, je vais appuyer sur la touche majuscule et la roulette de ma souris pour faire pivoter l'objet. Donc voilà, c'est là où on était rendu. Normalement, vous deviez tous avoir plus ou moins exactement la même chose. On a donc une composante ici. C'est la composante, c'est l'assemblage principal qui est actif. Dans notre color, on a normalement un body, les deux sketchs qui nous ont permis de construire notre shaft color et un plan de construction. Alors on peut fermer la composante color. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va insérer la vis mécanique. Et plutôt que de la dessiner, je vais vous montrer quelque chose. On va se rendre dans le menu Insert. Là, vous remarquez sans doute que mes outils en haut dans ma barre d'outils sont un petit peu différents. On peut modifier ce qu'on veut mettre dans notre barre d'outils. Donc, je peux prendre exemple cet outil-là ici et puis tout simplement le sortir de la barre de boutons. Si je veux le réintroduire, je peux tout simplement m'en venir ici et cliquer sur la flèche en haut pour l'ajouter à ma barre d'outils en haut. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu différent dans mon cas. C'est tout simplement parce que j'ai modifié ma barre d'outils. Donc, McMaster-Carr, c'est une entreprise aux États-Unis, une espèce de méga quincaillerie finalement qui offre sur son site web toutes les pièces qu'ils vendent en format 3D. Et puis ils ont un outil directement intégré dans Fusion 360. Alors c'est très utile. Souvent, on peut tout simplement aller chercher des pièces dans McMaster-Carr et puis les introduire dans nos assemblages. Alors c'est ce qu'on va faire. On va aller chercher une vis plutôt que de la dessiner. On va aller la chercher ici. Mais vous allez pouvoir trouver dans McMaster-Carr des engrenages, des poulies, vraiment toutes sortes de choses. Là. Alors ça peut être intéressant là, si vous voulez d'aller fouiller un peu là-dedans et voir qu'est-ce qu'il y a de disponible. Donc, on s'en vient dans le menu Insert et on clique sur Insert McMaster-Carr Component. Voilà. Alors, on choisit ici Screw and Bolts. On va choisir Socket Head Screw. Et maintenant, je vais agrandir un petit peu ma fenêtre. Ici, on a une espèce de menu contextuel finalement qui nous permet de raffiner notre recherche. Alors, on va choisir dans notre cas le côté impérial, inch, et thread size, c'est le type de filet finalement sur la botte. Nous, on a créé, au deuxième cours, on a créé nos filets, c'était des filets 1/4 20, 1/4 de pouce et de diamètre et 20 filets au pouce. Alors, on va choisir 1/4 20. Ensuite de ça, la longueur de notre botte, de notre vis, pardon, c'est 5/8. Alors, on va cliquer sur 5/8. Fully threaded, ça c'est bien. On descend. On va choisir Hex. Et puis maintenant, peu importe sur lequel on clique, on va cliquer sur le premier. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais agrandir ma fenêtre encore un tout petit peu. On clique sur le numéro de modèle ici. C'est un lien. Et ensuite sur Product Detail. On va scroller un petit peu. Et ici, où il est écrit SolidWorks, dans le fond, on clique là-dessus. Ça, c'est tout les types de fichiers, dans le fond, les formats de fichiers 3D qui sont disponibles. Fusion 360 fonctionne très bien avec STEP. Alors, quand l'option est disponible en format STEP,
c'est bien de choisir le format step. Alors, on va cliquer là-dessus. Vous remarquez aussi qu'il y a le dessin technique avec toutes les dimensions. Donc, ça peut être intéressant là, si vous voulez vous pratiquer à dessiner des pièces, vous pouvez tout simplement venir ici. Vous allez avoir accès au dessin technique et vous pouvez peut-être faire une prise d'écran, une photo d'écran, puis ensuite essayer de le dessiner par vous-même. Ça peut être intéressant. Mais pour tout de suite, on a choisi le format .step. On clique sur Save. On attend quelques secondes. Et magie, voilà, la pièce est introduite dans Fusion 360. Là, j'ai un deuxième écran. La boîte, cette boîte-là apparaît automatiquement. Là, c'est juste qu'elle a apparu dans mon deuxième écran. Et puis, on peut voir ici dans notre assemblage principal que la pièce, la vis a apparu comme nouvelle composante. Puis ça ici, ben, dans le fond, c'est le numéro de modèle de la vis. Alors, on peut carrément, si on veut commander cette vis-là chez McMaster-Carr, on peut utiliser ce numéro-là ici. Alors, c'est très pratique. Et on voit ici la fenêtre Move Copy, qui est finalement un outil qu'on va utiliser très souvent dans Fusion 360 et on va vraiment apprendre à l'utiliser. Mais pour tout de suite, en fait, je vais quand même vous montrer un petit peu. On va voir juste la base de comment déplacer une pièce pour tout de suite. Puis éventuellement, on regardera plus en profondeur comment utiliser la fenêtre, l'outil Move Copy. Donc, vous voyez, on a ici notre vis, mais elle n'est pas encore exactement placée dans le dessin. Fusion, dans le fond, nous demande de lui trouver une place exactement. Si on clique OK, elle va apparaître ici, puis ça va être ça, sa place. Mais on a la possibilité de la déplacer. Puis vous voyez ici qu'il y a une série d'outils, des flèches, des trucs pour modifier l'angle, ou aussi des espèces de poignées là, pour déplacer. Là. Donc je peux cliquer ici, puis je peux déplacer sur le plan YZ, etc. Ou sur le plan YX ici. Je peux prendre carrément une flèche, la monter. Je peux utiliser les flèches pour déplacer comme ça. Je peux aussi utiliser les petites poignées ici pour faire une rotation. Pendant que je suis dans le mode Move Copy, rien ne m'empêche de pivoter finalement changer l'angle de vue de mon objet. Alors ça peut m'aider aussi là, si je veux approcher, exemple, la vis de où je veux la placer à la toute fin. Donc je peux. Puis vous remarquez aussi que ça snap là, quand on arrive exactement sur 270 degrés, là, ça snap. Là. Donc pour un des mouvements de 90 degrés, c'est assez facile là, d'arriver exactement. Sinon, vous pouvez l'écrire ici aussi. Donc, si je veux vraiment 90 degrés, je peux l'écrire. Ou 270 degrés. Bon, etc., etc. C'est pas ça que je voulais faire. Ok, comme ça. C'est la flèche ici que je voulais... Non. Toi. Oui, comme ça. Voilà. Avec un petit peu de pratique, vous allez être capable de devenir meilleur que moi. OK. Alors, on peut placer, vous pouvez vous pratiquer un petit peu, vous amuser à utiliser les différents outils ici pour déplacer la vis. Là, ici, j'appuie sur la touche majuscule et le bouton de zoom de ma souris là, pour faire pivoter la vue. Alors, une fois que vous avez placé à peu près, c'est pas très important pour tout de suite parce qu'on va créer un joint bientôt. Alors, placez amusez-vous, pratiquez-vous pour finalement arriver à peu près à cette position-là. Quand tout est beau, on dit OK. Maintenant, alors là, la vis est en place et il y a un nouveau truc qui est apparu. Ici, on a déplacé la vis, elle est apparue ici, on l'a amenée ici. Et maintenant, finalement, Fusion nous demande si on veut enregistrer cette nouvelle position-là ou si on aimerait retourner en arrière. Alors, puis ça, à chaque fois qu'on déplace un outil, dans le fond, pas un outil, mais une composante, si je peux
je peux utiliser l'outil Move qu'on a vu tantôt, mais je peux aussi tout simplement prendre avec ma souris et déplacer une composante. Par contre, si je la déplace tout simplement comme ça avec mon curseur, sans sortir l'outil Move, là, j'ai plus vraiment d'outils comme les flèches, etc. pour faire des déplacements précis avec les mesures, etc. Là, à ce moment-là, c'est juste un mouvement bon, un peu aléatoire si on veut. Là. Je peux pas faire de rotation comme ça. Je peux juste la déplacer un petit peu. Ensuite, donc j'ai ça ici. J'ai Fusion remarqué que j'ai déplacé un objet et me demande si je veux enregistrer cette nouvelle position-là ou bien non revenir en arrière. Alors, si je fais capturer la position, enregistrer la position, à partir de maintenant, c'est la nouvelle position de la vis. Et puis, vous remarquerez que dans mon timeline, euh, l'enregistrement de position a été enregistré dans le timeline. Donc, si je déplace mon curseur avant l'enregistrement de position, la vis reprend sa position initiale. Alors, c'est une opération. De déplacer un objet, c'est une opération. Alors, c'est bien de réaliser ça. Là. Maintenant, on va voir quelque chose de tout nouveau. On va maintenant créer un joint pour attacher la vis au shaft collar. Alors, les joints, c'est ici, c'est dans la section Assemble. Et puis, il y a différents types de joints. Il y a toutes sortes d'outils ici, en fait. Là. On va en voir seulement quelques-uns pour ce soir. Principalement, en fait, on va voir le menu joint, puis aussi Motion Link. Il y a aussi As Built Joint. Ça, c'est si, exemple, on importe un assemblage avec déjà plusieurs composantes qui sont en place, mais il n'y a pas de joint. On peut créer des joints alors que les pièces sont déjà en place. C'est un petit peu plus rapide, mais on ne verra pas ça ce soir. On va voir ça plus tard. Alors, pour tout de suite, on va s'en tenir à l'outil joint. Vous remarquerez qu'il y a un raccourci clavier qui est la lettre J. Alors, quand on crée des assemblages, qu'il y a beaucoup de pièces, des fois, en tout cas, c'est beaucoup plus rapide d'utiliser, évidemment, toujours, en fait, c'est une bonne habitude d'utiliser les raccourcis clavier. Alors, pour le moment, je vais cliquer directement sur le menu joint. Donc, on a une toute nouvelle boîte qui apparaît, un nouvel outil. Je vais déplacer un petit peu ma souris pour qu'on voit bien. En fait, tiens, je vais plutôt la voir de ce côté ici. Je vais pouvoir vous montrer plus de trucs. Vous voyez maintenant que si je déplace mon curseur, je fais apparaître bon, toutes sortes de trucs qu'on n'avait jamais vus avant. Si je choisis, exemple, un cercle, on voit qu'il y a comme une espèce de petit disque qui apparaît. Ça, dans le fond, c'est la façon dont Fusion fonctionne pour créer des joints. On choisit où on va attacher le joint sur une des pièces, puis ensuite on décide où va être l'autre partie du joint sur l'autre pièce, puis les deux joints vont se coller ensemble. Alors c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, donc si on choisit un cercle, automatiquement, le disque va s'installer au centre du cercle. Si on choisit, exemple, un cylindre, vous voyez à ce moment-là, il y a par défaut, il y a 3 positions, une à une extrémité du cylindre, une au centre du cylindre et une à l'autre extrémité du cylindre. Et des fois, dans des pièces un petit peu plus complexes, on a plus d'options. Comme ici, j'ai plusieurs places où je peux placer le petit disque de joint finalement. Et puis là, exemple, si je veux aller cliquer sur le point au centre qu'on peut voir en ce moment, si je m'en approche, à ce moment-là, je viens au-dessus d'une autre face, et puis le point de centre que je voulais au départ est disparu. Pour ça, il y a un truc. On clique sur la touche contrôle si vous travaillez avec un PC ou la touche commande si vous travaillez avec un Mac. Et puis, à ce moment-là, peu importe où je vais sur mon dessin, ça reste cette face-là qui est active, si on veut. Alors, ça me permet à ce moment-là de venir choisir
un point comme celui-ci, comme le point au centre. Puis si je lâche la touche contrôle ou commande sur un Mac, à ce moment-là, je récupère l'accès, puis je peux aller choisir d'autres points. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Nous, ce qu'on veut, on veut que cette face-là ici, finalement, entre en contact et se place sur cette face-là ici. Donc, on veut avoir la vis bien en place au fond là, du trou qui est prévu là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir choisir cette face-là. Et en appuyant sur la touche contrôle sur un PC ou commande sur un Mac, je peux aller chercher le disque au centre. Je pourrais aussi venir chercher ce cercle-ci, puis vous voyez que automatiquement c'est le centre du cercle qui est choisi. Donc c'est une très bonne façon là, de choisir ce joint ici. Alors c'est ce que je vais faire, je vais cliquer sur ce cercle-là. Et puis là, vous voyez que mon disque est en place, mon premier disque, et la composante 1 est sélectionnée. Il y en a une de sélectionnée. Si je veux revenir en arrière, je peux cliquer sur le X et je suis prêt à recommencer. Alors, il y a toujours moyen de revenir derrière. Alors, je viens choisir ici. Mon premier disque est choisi. Puis, on voit maintenant que la pièce est en filigrane. Elle est comme transparente. Elle est fantôme. Ça, c'est parce que je ne peux pas la resélectionner. Alors, on me demande maintenant de choisir ma deuxième composante. Alors, je vais faire pivoter ici. Et je vais venir choisir ce cercle-là ou celui-là. Le résultat est le même. Alors, bon, je peux prendre celui-là ici. Et je vais créer maintenant un deuxième disque. Et les deux disques vont se coller ensemble. C'est parti. Bon. Par défaut, là où j'ai eu une animation, c'est de tourner dans tous les sens. Dans votre cas, c'était probablement plus une animation qui ressemblait à ça. Une espèce de tremblement de terre. Ça ici, dans le fond, c'est un joint. C'est ce qu'on appelle un joint rigide. OK. Maintenant qu'on a créé notre joint, ici par défaut aussi, ça devrait être normalement 0 degré. Ça devrait être 0 degré partout. Et puis vous avez le joint rigide. Si vous cliquez sur Animate, on peut voir encore la petite animation. Donc un joint rigide, vous comprenez, c'est comme deux pièces sont collées ensemble. Une ne peut plus bouger par rapport à l'autre. Mais il y a plusieurs types de joints. Il y a le joint rigide. Le joint revolute, en fait, c'est... dans le fond, il y a une rotation sur un axe. Alors, on peut penser, exemple, à une penture de porte ou... je ne sais pas trop. En fait, une penture de porte, c'est un excellent exemple. Là. Donc, il y a une rotation dans un seul sens autour d'un axe. Slider, c'est plus comme une raille de tiroir, exemple. Ou une porte coulissante. Un de mes élèves ce soir a parlé d'une porte coulissante. Je trouvais que c'était un excellent exemple. Alors, ça peut glisser dans un seul sens. Cylindrique, c'est un petit peu... Imaginez finalement un tuyau dans un tuyau. Il peut tourner sur lui-même. Exemple, le tuyau extérieur serait fixe, puis le tuyau à l'intérieur peut tourner sur lui-même, puis il peut aussi rentrer et sortir. Donc, cylindrique, c'est un petit peu ça. Pin slot, dans le fond, c'est une... comment est-ce que j'expliquerais bien ça? C'est une... il y a une ouverture. Une slot, c'est comme... je vais faire un dessin rapidement pour faire une démonstration. Créer un nouvel objet, un sketch. Slot. Voilà. Puis je vais faire un rectangle autour. Voilà. Ça, c'est une slot. Puis, si je réouvre le même sketch, là, faites pas ça avec moi, là, c'est juste une démonstration. Je vais faire un cercle, comme ça. Donc, pin slot, on comprend bien. Dans le fond, c'est ça je vais choisir body, c'est toi.
pin slot, c'est ça ici. Ça ici, ça peut tourner sur lui-même. Il peut faire une rotation comme ça. Puis, il peut se déplacer comme ça. Alors, c'est ça, pin slot. Je ferme ça, don't save. Puis, planar, dans le fond, c'est deux faces qui glissent une sur l'autre. Elles peuvent tourner, elles peuvent aller dans toutes les directions, mais elles sont toujours collées une à l'autre. Et ball slot, ben, c'est ce qu'on appelle, bon, en anglais, c'est un ball joint. C'est un joint. Je suis pas sûr de comment est-ce qu'on appelle ça en français, malheureusement, mais dans le fond, c'est une boule qui va rouler dans une autre pièce. Je vais faire une démonstration rapide. OK, on va voir. Exemple. Je vais faire une boîte rapidement. Une image vaut 1000 mots. Hein? Comme ça. Maintenant, je vais créer une sphère. Ça va être un nouvel objet. Comme ça. Puis, je vais choisir ça. Ça va être mon outil. Là, c'est l'outil Combine. Je vais vous le montrer plus en détail, mais pour tout de suite, le but, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'un ball joint. Et puis, tiens, je pourrais faire. Bon, en tout cas. Donc, finalement, c'est une boule qui peut seulement tourner à l'intérieur d'une ouverture finalement qui a la même forme, si on veut. Là, on a ça dans la hanche, on voit ça. Franchement, je me suis pas préparé d'exemple mieux que celui-là. Là. On va éventuellement voir un joint, un ball joint, là, un joint balle, mais pour tout de suite. En tout cas, c'est pas le type de joint qu'on veut voir ce soir. C'est juste pour illustrer un petit peu. J'aimerais pouvoir vous le montrer mieux, mais on le verra éventuellement. Donc, en tout cas, on en revient à nos moutons. Donc, quel type de joint on veut appliquer à notre vis ici? On veut qu'elle puisse évidemment entrer et sortir. Donc, ça pourrait être le joint slider, comme ça. Mais on veut aussi qu'elle puisse tourner sur elle-même. C'est une vis, donc le meilleur choix serait peut-être en fait cylindrique. Alors là, on voit qu'elle est capable de tourner sur elle-même. Puis, elle est aussi capable d'entrer et de sortir du trou. Ensuite, si votre animation est pas comme ça, mais plutôt comme ça, exemple, alors ça, on peut encore choisir l'axe dans lequel il y a une rotation. Dans ce cas-ci, évidemment, c'est sur l'axe Z. On pourrait même faire un axe de rotation spécifique. Si vous voulez voir, vous pouvez confirmer en cliquant sur animation ici pour confirmer que l'animation. Puis aussi, je voulais dire, vous pouvez créer, avant de terminer le joint, si vous voulez ajouter, exemple, un offset. Comme ici, j'ai mis, on peut déplacer puis mettre, exemple, un 16 pour laisser de la place pour un. J'ai écrit un 126e. Un 16 pour laisser de la place, exemple, pour un washer ou je sais pas. Mais dans ce cas-ci, on va laisser ça à 0. Mais il y a toutes ces possibilités-là dans la boîte des joints. Donc, je clique OK. À partir de maintenant, si je prends la vis, qu'est-ce qui se passe, puis je la déplace? Oh, le shaft collar se déplace aussi. Donc, la raison, c'est que, dans le fond, on n'a pas encore défini une pièce qui soit rigide. Dans le fond, tout flotte dans l'espace. Alors, à partir du moment où il y a un joint entre ces deux pièces-là et les deux flottent dans l'espace, évidemment, si j'essaie de déplacer la vis, le shaft collar va se déplacer aussi. Puis là, vous avez remarqué, j'ai déplacé. Alors, Fusion me demande, est-ce que tu veux vraiment... tu as fait bouger une composante, est-ce que tu veux vraiment enregistrer cette position-là? Dans ce cas-ci, non. Alors, je vais cliquer.
et puis elle va reprendre sa place originale. J'ai cliqué sur Revert. Maintenant, on voit ici que quelque chose de nouveau qui est apparu aussi. Ça, c'est finalement, c'est le joint. Le joint lui-même est illustré. On peut le sélectionner, on peut appliquer des modifications. Il est apparu aussi dans notre timeline. Et on le retrouve aussi dans notre browser. Maintenant, OK, c'est ça. Donc, si je déplace ma vis, mon shaft collar se déplace aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attacher le shaft collar. Pour faire ça, on s'en vient ici sur le browser. On clique avec le bouton droite de notre souris sur la composante collar et on vient choisir ground, ce qui va attacher finalement le collar pour qu'il ne puisse plus bouger. Maintenant, si j'essaie de le déplacer, je clique dessus, il ne bouge plus. Par contre, si je touche maintenant, si je clique sur la vis, je peux déplacer la vis, je peux la faire tourner sur elle-même, je peux la faire rentrer et sortir. Mais là, elle n'a aucune limite dans ses mouvements, donc c'est pour ça qu'elle peut aller plus loin que, dans le fond, sa position initiale. Donc là, j'ai déplacé la vis. On me demande est-ce que je veux confirmer. Je vais faire non, revert pour que ma vis soit bien dans sa position initiale. Et si vous l'avez déplacée aussi de votre côté, assurez-vous qu'elle soit bien à la position initiale avant de passer à la prochaine étape. Donc, nous voici prêts à créer. En fait, la prochaine étape, ce qu'on veut, c'est une vis. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que quand je fais tourner la vis, je voudrais qu'elle, dans le fond, qu'on ne puisse pas rentrer ou sortir la vis sans la faire tourner, comme une vraie vis. C'est ce qu'on va essayer de reproduire ce soir. Donc, je vais encore une fois cliquer sur Revert pour reprendre la position initiale. On va aller dans le menu Assemble et on va choisir Motion Link. On va créer un lien entre la rotation et le mouvement de slide, finalement. Alors, on clique sur Motion Link. Et puis là, Motion Link, ce qu'il nous demande, c'est de sélectionner un joint. Alors, on peut cliquer soit ici, directement dans notre dessin. On peut venir cliquer sur le joint dans le browser ou même aussi dans notre timeline. Là, pour tout ça, je vais cliquer dans le timeline ou pas. Je ne peux pas sélectionner dans le timeline. OK. Bon, ben à ce moment-là, je vais cliquer ici, exemple, dans le browser. Même résultat. Donc, on peut cliquer ici ou dans le browser. Désolé pour le timeline, je pensais que ça marchait, mais non. Donc, maintenant que mon joint est sélectionné, comme c'est un joint qui a déjà deux mouvements, non, souvent, Motion Link, ce qu'il va nous demander, c'est de choisir deux joints. Exemple, si j'ai deux engrenages, chacun des engrenages va avoir un joint Revolute pour que les deux engrenages tournent chacun dans leur direction. Mais là, si je fais tourner un engrenage, l'autre ne bougera pas par défaut. Alors, il va falloir créer un joint un motion link entre les deux. Alors, je vais venir choisir un joint Revolute, puis ensuite l'autre joint Revolute et créer le lien de mouvement entre les deux. Mais dans ce cas-ci, comme c'est un joint cylindrique, il y a déjà deux mouvements dans un même joint. Il y a le mouvement entrer et sortir, puis il y a le mouvement de rotation. Alors, c'est ce on a la possibilité ici, on a l'option de créer un lien dans ce même joint-là. Cette option-là n'apparaît que dans certains types là, de joints où il y a des mouvements multiples. Alors, on clique ici. Et puis là, déjà, on voit une animation où notre vis tourne et puis entre et sort. Maintenant, on sait que notre type de vis, le type de filet, en fait, c'est des filets 1 quart 20. Comme je disais tantôt, 1 quart, c'est pour le diamètre de la vis, et 20, c'est le nombre de filets par pouce. Il y a 20 filets dans un pouce. Donc, ici, si j'écris 1 pouce divisé par 20, automatiquement,
pour chaque 360 degrés, c'est-à-dire pour chaque tour, ma vis va se déplacer de 1/20 de pouce. Alors là, déjà, on voit que nos filets fonctionnent très bien. Si la vis tourne dans le mauvais sens, on peut cliquer sur Reverse. Et puis, on voit maintenant que là, en ce moment, en fait, en cliquant sur Reverse, on voit que là, les filets ne fonctionnent pas bien. Alors, je vais redésélectionner Reverse pour que les filets fonctionnent correctement. Alors ici, des fois, il peut y avoir un petit peu d'exploration, mais c'est quand même assez facile à comprendre. Donc, si vous avez la même chose que moi, vous pouvez cliquer sur OK. À partir de maintenant, miracle, si je fais tourner ma vis, on voit que elle fonctionne correctement. On a encore un petit truc à régler. Si je visse, on voit que là, il n'y a aucune limite. Dans le fond, on peut... ce qu'on aimerait, c'est que la vis ne puisse pas aller plus loin que le fond du trou dans lequel elle s'appuie. Alors, pour ce faire, je vais faire revert pour reprendre ma position initiale. Et si je viens dans le browser au-dessus du joint, sans cliquer sur rien, on voit qu'il apparaît ici là, une espèce de bouton orange avec une flèche. En fait, ici, c'est l'outil pour limiter le joint, c'est-à-dire limiter le mouvement d'un joint. Alors, on clique là-dessus. Alors ici, le type de motion, comme c'est un joint cylindrique, on a accès à deux types de mouvements. Il y a rotate et slide. Et puis, on peut créer des limites. Dans ce cas-ci, on ne veut pas mettre de limite à la rotation. Ce qu'on veut, c'est mettre une limite au slide, dans le fond, pour décider qu'elle ne puisse pas aller plus loin que le fond du trou. Alors, on peut cliquer ici sur minimum, exemple, et cliquer sur animate. Alors là, on va voir qu'elle peut pas aller, elle va pas plus loin que le fond du trou. C'est son minimum, c'est son point 0. On pourrait dire que le minimum, c'est, exemple, 1,8. Puis à partir de ce moment-là, elle n'ira pas plus loin que 1,8. Donc, on peut modifier ça, mais là, dans notre cas, on va mettre 0. Si, exemple, si je clique sur Flip, vous allez voir, là, à ce moment-là, elle va dans la mauvaise direction. Donc, si c'est le cas dans votre cas, si elle va plus loin, alors vous avez tout simplement à cliquer sur Flip, puis à partir de ce moment-là, elle va aller dans la bonne direction. On pourrait mettre une limite maximum aussi. On pourrait dire, je ne veux pas qu'elle aille plus loin que 1 pouce, exemple. Alors, à partir de ce moment-là, elle n'ira pas plus loin qu'1 pouce. Mais dans ce cas, ou si vous cliquez, si on ne sélectionne pas maximum, à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de limite de distance pour la sortir, mais il ne pourra pas aller plus loin que le fond du trou. Alors ça me va parfaitement. Je vais cliquer sur OK. Alors là, si je fais tourner ma vis, on voit que je peux aller dans une direction, mais je ne peux pas aller plus loin. Dès que j'arrive dans le fond du trou, ça ne va pas plus loin. Alors, félicitations, on est rendu là. Si vous voulez cacher le joint, c'est possible tout simplement de fermer l'ampoule, puis à partir de ce moment-là, le joint va disparaître. On pourrait donner une couleur à notre shaft color. Si je clique sur A pour faire apparaître les apparences, je pourrais venir ici dans métal, aluminium, puis mettre une belle couleur rouge anodisé, exemple. Puis ma vis, je pourrais aller dans Coatings, puis lui mettre un Black Oxide, exemple. Ça, c'est le vrai. Généralement, c'est souvent les vis comme ça viennent en Black Oxide. Alors voilà, on a quelque chose qui commence à ressembler à un très bel assemblage. Avec des joints et tout. Félicitations. On est rendu là, c'est quand même toute une réussite. Si on veut aller encore plus loin, exemple pour placer vraiment les filets. Là, en ce moment, peut-être on voit que les filets ne sont pas parfaitement alignés. C'est possible de le faire. Je vais vous montrer comment.
Mais pour voir si les filets sont vraiment bien alignés, il faudrait comme voir à l'intérieur de l'objet. Et ça, c'est possible. C'est dans les outils d'inspection. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans Inspection ici, on va choisir Section Analysis. Ça, c'est un petit peu comme un outil de rayon X, si on veut. Mais pour commencer, il nous demande de choisir une face. Dans ce cas-ci, on pourrait venir choisir peut-être le fond de... Dans le fond, ce qu'on veut, c'est voir, couper la vis en deux dans le sens du long. Alors, on pourrait choisir cette face-là ici qui est, si on veut, collinéaire avec, pas collinéaire, mais parallèle, si on veut, avec la vis. Ou si, exemple, si on n'avait pas ça, là, que tout est rond, il y a toujours la possibilité d'aller chercher l'origine et choisir la face d'origine qui convient le mieux. Dans ce cas-ci, on pourrait choisir cette face-là ici. Alors, vous voyez, c'est comme si ça coupait l'objet, mais en réalité, l'objet existe encore, mais c'est juste pour la vue, en fait, pour voir à l'intérieur. On peut prendre la flèche comme ça, puis vous voyez, ça nous permet de voir à l'intérieur d'une composante ou d'un objet. Et puis, mais l'objet existe encore. Fait que là, une fois que vous avez, dans le fond, déplacé la flèche pour arriver à peu près au milieu de la vis, quand vous y êtes, on dit OK, tout simplement. Alors là, vous voyez ici, maintenant, il y a un nouveau dossier qui a apparu dans l'assemblage principal qui s'appelle Analyse. Et puis, je peux cacher finalement mon Section Analysis, là, ici en cliquant sur la petite ampoule. Et puis, on peut voir aussi que si je fais tourner ma vis, on voit qu'elle est encore là. Vous voyez? Puis maintenant, ça nous donne une vue très précise de l'intérieur de nos filets. Puis on voit ici là, qu'il y a il y a un petit problème. Là. Mes filets ne sont pas parfaitement alignés avec les filets du shaft collar et les filets de la vis ne sont pas parfaitement alignés. Et peu importe si je fais tourner la vis, évidemment, les filets restent au même endroit. Donc, pour régler ce problème, je vais faire Revert ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le temps avec le timeline ici, puis on va aller modifier le joint avant d'avoir créé le motion link. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir cliquer ici sur le joint, et puis je vais, avec le bouton de droite, je vais faire Edit Joint, comme ça. Ça me ramène finalement dans le passé, avant le motion link. Et puis, comme vous pouvez voir ici, j'ai accès à mes outils, mes flèches pour créer des offsets finalement. Et puis, je peux changer l'angle. Donc, la position de la vis reste la même, mais je modifie l'angle. Alors, vous voyez, si vous portez attention là, à mes filets ici, là, voyez-vous comment je peux ajuster leur position? Donc là, ils sont parfaitement centrés. J'ai plus de problème là, d'intersection entre la vis et le shaft collar. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu créer un offset de 45 degrés à mon joint. Je dis OK. Et puis, automatiquement, mon timeline retourne à la fin quand j'ai mon motion link. Et à partir de maintenant, mes filets sont parfaitement centrés. Et j'ai un joint parfaitement fonctionnel. Je peux cacher mon Section Analysis. Je peux cacher mon origine. Et on peut s'applaudir et se féliciter. On a réussi à faire un premier assemblage complet avec un joint. Tout est propre. On a un beau timeline qu'on peut étudier. On peut revenir en arrière. On peut faire des modifications. Alors, à partir de là, je vous encourage à explorer et vous amuser avec votre premier assemblage. Donc, on a terminé finalement cet assemblage-là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais... parce que pour continuer, dans le fond, c'est important de bien comprendre comment fonctionne le browser ici. Parce que c'est assez facile à un moment donné de perdre le contrôle, puis
d'avoir de la difficulté à se retrouver. Là. Il faut bien assimiler ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder cette pièce-là en cliquant sur Save. Et puis, finalement, je vais prendre le contrôle, je vais créer un nouveau design. Mais vous n'avez pas besoin de le faire. Vous pouvez le faire vraiment, ça peut être une très bonne idée de le faire. Mais c'est surtout important de bien écouter ce qui s'en vient parce qu'il faut bien comprendre comment fonctionne le browser. Faire la différence entre un object, un body en fait, et une composante. Et qu'est-ce qui est quoi, là, comment ça fonctionne. Euh, donc, encore une fois, comme je vous l'expliquais, c'est toujours une bonne chose, surtout si on veut créer un assemblage, pas un seul objet. C'est vraiment c'est une habitude à prendre. Il faut commencer par ça. On vient ici sur l'assemblage principal, on clique avec le bouton de droite et on fait Nouvelle composante. Et puis automatiquement, cette nouvelle composante-là est activée. Alors à partir de maintenant, si je crée un sketch ou si je crée une forme, elle va apparaître à l'intérieur de cette composante-là. Mais pour tout de suite, elle est vide. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est l'origine de cette composante-là. On remarque ici qu'il y a l'origine principale qui est maintenant en gris parce qu'il n'est pas activé. Ça, on va voir ça plus en détail un petit peu plus tard. Et puis, il y a une origine spécifique à cette composante-là. Donc, si je déplace cette composante-là, son origine va se déplacer. OK, ça, on va revenir, on va le voir plus en détail tantôt. Donc, pour le moment, on a une composante, mais elle est, à toute fin pratique, vide. Ce que je vais faire, je vais venir ici dans le menu Créer, et puis je vais choisir juste rapidement, je pourrais passer pour créer un sketch, etc., mais juste pour les besoins de la cause, rapidement, je vais créer une boîte. Je vais la créer sur le plan XY, au sol, si on veut. Et je pars toujours du point d'origine. Je vais rentrer les dimensions, exemple 2 pouces. J'appuie sur la touche Tab de mon clavier pour passer à la prochaine mesure. J'entre 2 pouces aussi. Je fais Enter. Et maintenant, il me reste à choisir l'épaisseur. Je vais écrire aussi 2 pouces. Et j'ai un cube parfait. Super. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau maintenant? Je viens de créer un cube. Et j'ai un nouveau body qui est à l'intérieur de Component. Alors voilà, on a un premier body dans une composante. Ensuite de ça, mais ça on a déjà vu ça. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que, exemple, si je clique sur, parce que là, il faut bien comprendre que c'est Component 1 qui est activé. Alors là, si je m'en viens ici, je clique sur Sphère, je viens choisir, exemple, le dessus de mon cube. Je viens à peu près au centre, c'est pas très important, et je crée une sphère. Maintenant, je peux modifier la taille de la sphère. Là, comme elle est en contact avec le cube, Fusion 360 comprend que je veux creuser un trou. Mais dans ce cas-ci, c'est pas ça que je veux faire. Je veux créer un nouvel objet. Alors, je viens choisir ici New Body, puis là, vous voyez, c'est un nouvel objet. Je vais même rentrer tout de suite une dimension. Je vais dire, mettons, 1,5 pouces de diamètre pour ma sphère. Alors, j'ai choisi un diamètre d'1,5 pouce et c'est New Body. Alors là, à partir du moment où je dis OK, un nouvel objet, un nouveau body vient de se créer à l'intérieur de composante 1. Ce que ça veut dire, puis on peut voir aussi dans le timeline que j'ai créé un nouvel objet. Ce que ça veut dire, je peux sélectionner juste la sphère, je peux sélectionner juste une face. Si je m'en viens ici dans mon browser, puis je clique sur Body 2, je peux choisir la sphère, je peux choisir la boîte. On peut même les renommer. Alors je pourrais écrire ici boîte rapidement, puis ici mon chat qui vient de marcher sur le clavier, je vais le tasser, pardon. Ici, on disait donc que ça c'est la sphère. Voilà, alors là je les ai renommés, ça va être plus facile. Donc la boîte, la sphère. OK, on continue. Donc, si
je décide de déplacer la sphère. Alors j'arrive ici, au-dessus de la sphère, je clique dessus, je déplace. Oups, là j'ai cliqué trop longtemps, je clique dessus, je la déplace. La boîte se déplace aussi. Par défaut, Fusion, quand on prend quelque chose, elle va choisir la composante. Alors là, je vais annuler le mouvement que je viens de faire. Si je veux déplacer juste la sphère, c'est possible. Je vais venir dans Modify ici. Je vais choisir Move ou Copy. Puis au lieu de choisir Composante, je vais choisir Body. Je vais sélectionner la sphère. Et là, à partir de ce moment-là, je peux déplacer seulement la sphère. Je vais faire Cancel. Alors, c'est ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces deux... les bodies sont à l'intérieur d'un component. C'est possible éventuellement aussi d'avoir un component à l'intérieur d'un component. On va le voir un petit peu plus tard. Mais c'est important de faire la distinction entre qu'est-ce qu'un body et qu'est-ce qu'une composante. Maintenant, comme dans un traitement de texte, on peut copier une partie d'un paragraphe, exemple, puis le coller ailleurs, etc. On peut faire ça aussi dans Fusion 360. Je peux arriver ici, ma composante, avec le bouton de droite de ma souris, ouvrir le menu contextuel et choisir Copy ici, ou je pourrais faire aussi CTRL-C sur un clavier PC ou Commande-C sur un Mac. Même chose. Et j'ai maintenant copié cette composante. Et puis là, je peux faire... Dans le fond, si je veux la coller dans mon assemblage principal, je vais venir l'activer finalement. Puis là, je pourrais faire CTRL-V ou pomme V, commande V sur un Mac. Ou je peux encore une fois venir avec le bouton de droite, cliquer sur mon assemblage principal et faire Paste, coller. Maintenant, quand je copie-colle, Fusion m'offre de déplacer. Je pourrais faire OK comme ça, puis il va venir se coller exactement au même point d'origine que l'objet de départ, ou je peux aussi le déplacer comme ça, en utilisant les différents outils. Et puis quand, une fois que je l'ai déplacé à l'endroit où je le veux, je peux rentrer une mesure exacte. Exemple, on pourrait dire 3 pouces. Quand l'objet est à l'endroit qui me convient, je peux faire OK. Et puis, alors maintenant, on a un deuxième component. On a component 1 2.1, puis on a component 1 2.2. Je pourrais renommer ce component-là. Je pourrais l'appeler, exemple, Toto. Exactement le même nom qu'on a donné durant le cours. Alors, je l'appelle Toto. Vous remarquerez que la deuxième composante a changé de nom aussi et s'appelle maintenant Toto. Alors, on a Toto 1 et Toto 2. Maintenant, à l'intérieur de Toto 2, on a exactement la même chose. Vous voyez même, on avait renommé ici, c'est renommé là. Si je cache, exemple, la sphère dans Toto 1, la sphère dans Toto 2 disparaît. Si je choisis la sphère ici, je m'en vais dans Modify, Move, et que je déplace la sphère, vous voyez qu'elle se déplace aussi. C'est dans Toto 2. Et si j'avais pris la sphère dans Toto 2, la sphère dans Toto 1, ce serait déplacé aussi. Donc, les deux sont liés, c'est des copies. Et si on en modifie une, l'autre est modifiée aussi. Alors ça, c'est pour ça que c'est vraiment important de bien comprendre la différence quand on déplace un body qui est à l'intérieur d'une composante. Il faut être bien alerte parce que, exemple, dans un très grand assemblage d'un robot, puis on a plusieurs copies d'une composante, puis on décide de venir déplacer une composante en prenant le body finalement plutôt que la sphère. Ça veut dire que toutes les autres composantes vont se déplacer. Un autre exemple important, ça peut être une meilleure façon peut-être de comprendre l'importance. Exemple, si je fais apparaître l'origine ici, imaginons que Toto 1, c'est juste une sphère. OK? Donc là, j'ai caché la boîte pour tout de suite.
et j'arrive puis je décide de déplacer cette sphère-là. Là, on voit, ça c'est le point d'origine de Toto 1, ça c'est le point d'origine de Toto 2. Normalement, on ne le voit pas nécessairement. Là. Alors là, je m'en viens, je choisis ma sphère, comme ça. Alors là, c'est le body, là, c'est pas la composante qui est choisie, c'est juste le body. Je fais M pour Move, M, le raccourci clavier M sur mon clavier, et je déplace la sphère. Vous voyez? L'autre sphère s'est déplacée aussi, là. Alors, si j'ai plusieurs copies d'une composante dans un robot et que j'en déplace un en le déplaçant par le body, alors là, à ce moment-là, ça veut dire que partout dans mon robot, la même copie de composante va se déplacer aussi, mais je m'en rendrai peut-être pas nécessairement compte parce que j'ai toutes les autres composantes qui cachent l'autre composante plus loin qui a été déplacée par mes gardes. Et puis plus tard dans mon travail, ça peut être beaucoup plus tard, à un moment donné, je me rends compte que j'ai une pièce qui n'est plus du tout au bon endroit. Ben, c'est probablement parce que j'ai déplacé le body plutôt que la composante. Alors j'ai modifié toutes les copies de cette composante-là. Alors ça, c'est vraiment important de bien comprendre la différence entre déplacer un body et déplacer une composante. Si plutôt que de déplacer le body, j'avais pris la composante elle-même, encore une fois, je vais prendre cliquer sur la touche M de mon clavier pour faire apparaître l'outil Move Copy. Là, je vais déplacer la flèche cette fois-ci. J'ai déplacé seulement celle-ci, je n'ai pas déplacé l'autre. Vous voyez, le point d'origine s'est déplacé avec la sphère. Donc, la sphère par rapport au point d'origine est à la même position. Alors, c'est ça qui est vraiment très important de bien assimiler, bien comprendre. Ça va être beaucoup plus facile ensuite de travailler avec vos assemblages dans Fusion. Ça va vous régler ça va éviter de créer des problèmes dans le futur si vous assimilez bien ça. Si jamais j'ai pas été clair puis vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter par les commentaires dans les vidéos. Je vais essayer d'aller voir ça assez régulièrement là, pour répondre à vos questions. OK. Donc, maintenant pour la suite, je vais faire réapparaître les boîtes. Maintenant, on a deux copies identiques. On a vu que si on déplace une, l'autre se déplace aussi. Je vais cacher l'origine. C'est pas nécessaire. Vous voyez, même si je cache l'origine d'un, ça cache l'origine de l'autre. C'est pour vous dire comment les deux sont liés. Maintenant, ça peut être intéressant aussi de se faire une copie, mais qui va être identique au départ, mais que je peux modifier. Ça, c'est possible. Alors, si je choisis exemple Toto 1, je fais copier. Je m'en viens dans mon assemblage principal. Et plutôt que faire paste, coller, je vais faire paste new. C'est la seule, d'ailleurs, c'est important de bien comprendre, c'est la seule façon de faire ça. On ne peut pas créer une nouvelle composante autrement que, c'est-à-dire faire une copie d'une composante, mais qui est pas attachée aux autres, autrement que en passant de cette façon-là. Donc, je commence par, je le refais avec vous, je copie une première fois, et ensuite je m'en viens dans l'assemblage principal, et je vais faire paste new. Pourquoi est-ce que je ne le vois pas là? C'était là tantôt, hein? J'ai pas rêvé. On recommence. Toto 1, copie, assemblage principal, paste new. OK, voilà. Maintenant, encore une fois, automatiquement, l'outil Move apparaît, m'offre la possibilité de le déplacer. Je vais bouger de moins 3 pouces et je vais dire OK. Alors voilà, là, les trois semblent parfaitement identiques. Par contre, maintenant, Toto 1, on pourrait l'appeler, je sais pas moi, nouveau Toto. Bon, vous voyez, si je renomme celui-là, ça ne renomme pas les autres. Et puis, si exemple, par contre, il est vraiment identique à l'intérieur. On peut voir que boîte et sphère, pareil comme dans Toto 1. Par contre, si j'arrive, je choisis la sphère. Je fais
Move et je déplace la sphère, on voit que la copie identique va suivre. Par contre, la nouvelle copie, elle, est maintenant une composante à part entière qui peut être modifiée. Je pourrais faire par contre maintenant une copie de celle-là, pas une paste new, une copie, puis à partir de ce moment-là, sa copie va réagir à celle-ci, mais pas les autres. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait une nouvelle composante. Alors voilà, je pense que ça conclut, le troisième cours. J'espère que vous avez apprécié. Je comprends que c'est beaucoup de choses à assimiler en peu de temps. Mais n'hésitez pas à revoir la vidéo, prendre le temps de bien comprendre tout ça. Ça va être important pour la suite, là, pour les prochains cours. Alors, encore une fois, merci de votre patience. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et puis, au plaisir de se voir au prochain cours. Merci.